Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, début des travaux du sommet africain sur le climat au Kenya. Et enfin dans l'actualité internationale, en Espagne, des pluies torrentielles provoquent des inondations. Eh bien, je vous dis dans le titre, la réunion préparatoire du sommet africain sur le climat s'est tenue ce matin au Centre international des conférences Kenyatta à Nairobi, au Kenya. Cette réunion prélude du premier sommet africain sur le climat qui se tiendra demain à Nairobi, au Kenya, et va réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays africains, notamment le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Merguele, qui sera à la tête d'une forte délégation. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et le ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelghadr Moussahalem, a représenté Djibouti aux travaux de cette réunion préparatoire du sommet africain pour le climat. Le président du Kenya, Samuel Ruto, a ouvert la réunion ministérielle. Il a souligné dans un discours l'importance du sommet africain qui a des dirigeants de l'Afrique, des experts d'organisations et des parties prenantes de toute l'Afrique pour discuter des défis liés au changement climatique et explorer les solutions pour atténuer ces effets et promouvoir la résilience climatique sur le continent africain. Les ministres ont pu échanger des meilleures pratiques, expériences en matière de lutte contre le changement climatique en vue d'inclure des initiatives telles que la promotion des énergies renouvelables, la gestion des durabilités des ressources naturelles et des projets d'adaptation aux effets du changement climatique. Une des principales missions de cette réunion est d'harmoniser les propositions des pays africains en vue du sommet africain sur le climat, poser les questions majeures telles que le financement climatique, la réduction des émissions à gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique. Au cours de cette réunion, plusieurs panélistes s'est succédé pour discuter des sujets et projets qui seront à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui ouvrira demain pour discuter des défis spécifiques liés au changement climatique auxquels sont confrontés leurs pays respectifs et de partager des informations sur les actions entreprises pour atténuer les conséquences du changement climatique en Afrique. Rappelons que ce sommet africain pour le changement climatique qui se tient pour la première fois témoigne de l'engagement de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique et la reconnaissance de l'importance de coordination régionale pour faire face aux défis climatiques qui transcendent les frontières nationales, régionales et internationales. Cette réunion a contribué non seulement à préparer le terrain pour le sommet africain sur le climat de demain, mais aussi fixer des objectifs, des priorités qu'il souhaite aborder lors du sommet, en vue d'élaborer des actions concrètes et d'entreprendre pour faire face aux défis climatiques. Eh bien, ces sommets où ces décideurs africains ont lancé des travaux d'un sommet historique sur le climat visant à faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et à appeler à une aide financière internationale pour relever son potentiel. Ce premier sommet africain pour le climat lance les 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales qui cumuleront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP 28 à Dubaï et fin novembre à début décembre. Pendant 3 jours, les dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, vont être accueillis dans la capitale kenyane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaine à la COP 28. L'Afrique, où vivent près de 1,2 milliard d'habitants dans 54 pays et politiquement, économiquement diverses, abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Un succès à Nairobi autour d'une vision partagée sur le développement vert de l'Afrique donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP 28. En premier lieu, en septembre, le sommet G20 en Inde, l'Assemblée générale des Nations unies, puis en octobre, la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech. Selon Joseph Nanga, nommé par William Ruto pour présider le sommet, la conférence devrait démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Nous avons le pouvoir, a-t-il dit, de répondre à cette crise. L'Afrique représente une opportunité pour le monde si nous travaillons ensemble à des bénéfices mutuels, a estimé Ngaya du mouvement Global Energy Alliance for People and the Planet, qui promet des énergies renouvelables dans les pays en développement. La sécurité a été renforcée à Nairobi et les routes fermées autour du lieu du sommet, selon le gouvernement. Plus de 30 000 personnes se sont accréditées pour l'événement de demain.
Et dans notre magazine de cet après-midi, on parlera d'énergie. Et cette fois-ci, au cœur des enjeux énergétiques de Djibouti, se déroule une quête inlassable vers l'autonomie énergétique. Un voyage qui s'étend sur plus de 2 décennies. Cette histoire fascinante narre chaque pas vers une signification cruciale pour cette nation au destin unique. Malgré l'absence des ressources fossiles enfouies sous son sol, la République de Djibouti s'est lancée dans une véritable épreuve d'endurance. Chaque avancée dans le domaine de l'approvisionnement électrique revêt une importance capitale pour le pays. Au-delà des considérations économiques, c'est un acte de préservation de la souveraineté nationale, un pilier fondamental de notre identité. Cette quête ambitieuse d'indépendance énergétique, dès que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, prend les rênes du pouvoir en 1999, il en a fait une priorité au sein de l'agenda gouvernemental. De ce fait, l'une de ses initiatives marquantes sera la concrétisation du projet majeur d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie voisine, un projet qui avait mûri pendant des années. Ainsi, en 2011, il devient réalité avec la mise en place d'une ligne à haute tension reliant Djibouti-Ville à la ville éthiopienne de Dire Dawa. Cette avancée a marqué un tournant significatif dans le parcours de Djibouti vers l'autosuffisance énergétique. Elle constitue un élément stratégique de premier ordre, alimentant la croissance rapide des infrastructures urbaines et portières qui ont émergé ces dernières années. Dans une région où les défis sont constants, cette maîtrise accrue de l'énergie sera vitale pour la durabilité et la stabilité de Djibouti. Cependant, la route vers l'autonomie énergétique est jalonnée d'obstacles. La demande énergétique ne cesse de croître, avec une augmentation annuelle de 10% provenant des ménages. Djibouti se trouve à un carrefour décisif. D'ici 2025, cette capacité pourrait atteindre 500 MW, voire doubler pour atteindre les 1000 MW d'ici 2030. Résoudre cette équation énergétique complexe a été un défi de taille. Cependant, la République de Djibouti reste résolument déterminée à transformer cette situation en opportunité. C'est ainsi que le président de la République, guidé par une attention constante vers la question énergétique, affiche un engagement inébranlable et la conviction de fournir une énergie accessible à tous les Djiboutiens. Ce devait devenir une réalité d'ici 2030. Dans cette quête acharnée, la République de Djibouti prouve une fois de plus que la détermination et l'innovation peuvent surmonter les défis. Alors que la nation progresse vers un avenir énergétique plus durable, aujourd'hui, Djibouti écrit une histoire qui inspire et démontre la force de la volonté humaine. En adoptant les énergies renouvelables, notre pays rédige une lettre à l'histoire. Une lettre qui témoignera de notre résilience en tant que peuple. Une lettre qui aujourd'hui inspire d'autres nations à suivre. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi cette réunion de grande envergure qui s'est tenue aujourd'hui à la salle de réunion de la primature présidée par le Premier ministre. La réunion a été marquée par la présence du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Agriculture, du ministre délégué de la décentralisation, des préfets des différentes régions de la ville de Djibouti ainsi que des collaborateurs des institutions gouvernementales. L'ordre du jour de cette réunion historique était axé sur le projet d'embellissement de la ville de Djibouti et des régions intérieures, en mettant particulièrement l'accent sur l'implantation des arbres dans les artères principales. Le Premier ministre a rappelé avec conviction que toutes les régions et la ville de Djibouti disposent des moyens nécessaires et disponibles pour mener à bien cette mission ambitieuse. Un calendrier de mise en œuvre et d'une stratégie de sensibilisation ont été établis pour la mise en œuvre de ce projet d'embellissement. Il a été élaboré en étroite collaboration avec les autorités locales et régions, garantissant ainsi une coordination efficace entre tous les acteurs impliqués. Le Premier ministre a souligné que la protection de l'environnement demeure l'une des priorités fondamentales du gouvernement de Djibouti. Il a affirmé avec détermination que notre pays ne restera pas en marge des efforts mondiaux visant à préserver la nature et à promouvoir la durabilité environnementale. En outre, le Premier ministre a rappelé aux préfets que ce sont les premiers vigiles et leurs villes respectives, leur rôle crucial pour la mise en œuvre de ces projets. Il ne peut être sous-estimé que leur engagement est essentiel pour la réussite de cette entreprise collective. Cette réunion est la suivie des
ces opérations déjà entreprises marquent le début d'une nouvelle ère pour Djibouti, témoignent de l'engagement inébranlable du gouvernement en faveur de l'embellissement de nos villes et notre environnement. Nous sommes convaincus à Tidik que cette initiative contribuera non seulement à améliorer la qualité des vies de nos concitoyens, mais aussi à renforcer la position de Djibouti en tant que champion de la protection de l'environnement dans la région. Le gouvernement de Djibouti réitère son engagement à œuvrer pour un avenir plus vert, plus nécessaire pour notre nation. Éducation cette fois-ci, comme dans l'ensemble du pays, la rentrée scolaire 2023-2024 s'est tenue hier dans les établissements et de l'enseignement de base et des moyens, et surtout dans les régions de l'intérieur. Cette fois-ci au nord, à Obok, où environ 2000 élèves du primaire et 700 élèves du collège ont regagné les salles de classe à travers la région. Et conformément à la tradition des autorités locales, dont le préfet adjoint Mohamed Awad, le président du conseil régional Mohamed Ismail, accompagné par l'inspecteur de l'éducation M. Hamed Ali Mohamed, ont effectué une tournée dans les établissements de l'enseignement de base et de l'enseignement moyen, chef-lieu. Cette visite visait à superviser le bon déroulement de la rentrée scolaire. La délégation s'est rendue en premier lieu à Obok 1, la plus grande école de la région, accueillant au total 560 élèves. Là, elle a été chaleureusement accueillie par le directeur de l'école, Abdourad Qassim. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers d'autres établissements, notamment le collège d'Obok, l'école d'Obok, l'école bilingue et technologique d'Obok, l'école Ar-Rahma et enfin l'école Markazi, située dans le camp des réfugiés yéménites. Et comme je vous le disais, l'inspecteur de l'éducation régionale, Hamed Ali Mohamed, a profité de cette occasion pour rappeler les principales nouveautés de cette année dans la région. Ces nouveautés incluent l'ouverture d'une nouvelle école Swahili, l'ouverture d'un collège Korangal et l'extension de l'enseignement de l'anglais dans toutes les écoles de la région, ainsi que l'ouverture des classes préscolaires dans la plupart des écoles et des régions de Bok. L'inspecteur Hamadou a souligné que cette initiative témoigne des efforts considérables consentis par le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle pour développer l'éducation dans le pays, tant en termes d'accès, d'équité, de qualité. Cette rentrée scolaire prometteuse s'annonce comme une étape importante dans le processus des objectifs essentiels pour le développement de la jeunesse de la région de Bok. Eh bien, on reste toujours dans l'éducation, mais cette fois-ci direction le sud, où, à l'instar de l'ensemble du reste du pays, la rentrée scolaire 2023 et 2024 a eu lieu hier pour l'établissement d'enseignement fondamental, école de base et collège de la région d'Ali Sébié. Eh bien, c'est très tôt le matin que des centaines d'élèves habillés avec des vêtements neufs, accompagnés par leurs parents, surtout parmi eux, ceux en bas âge, étaient massés devant les établissements scolaires de base, les collèges d'enseignement moyen. Ce grand retour sur les bancs des écoles avec un air de fête a débuté sous les signes de l'appel à un engagement de toutes les parties prenantes, à savoir les enseignants, parents, chefs d'établissement, inspecteurs, conseils pédagogiques, concepteurs, formateurs, personnel de vie scolaire, documentalistes, personnel administratif, partenaires sociaux, techniques et financiers. Afin de relever les défis majeurs de notre système éducatif, comme stipule dans les lettres du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, pour cette rentrée scolaire. Pour cette année scolaire qui vient de débuter, 2 nouvelles écoles rurales ouvrent leurs portes. Il s'agit de l'école de base flambant neuve de la localité frontalière de Guélilé et celle de la zone de Brousse de Guédid. L'enseignement fondamental, à savoir l'école de base et collège d'enseignement moyen, le dimanche dernier, très tôt, le matin, des classes de première année et 5e année, de collège de base jusqu'au collège d'enseignement moyen. Au total, plus de 6100 élèves ont pris les chemins vers les bancs scolaires au chef-lieu de la région de la ville d'Araska, dans les zones rurales. L'ouverture de 3 nouvelles entités scolaires de base, établissements publics, après 3 longs mois de vacances scolaires, ont été préparés minutieusement avec le nettoyage des salles de classe, la mise en bon état des tables et bancs. Eh bien, peu de temps après l'appel des élèves et leur accueil dans leurs salles d'études respectives, une délégation conduite par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, est composée du président du conseil régional, Charmak Hassan Alaleh, de l'inspecteur et chef de service régional du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Aden, des chefs de corps du détachement de la gendarmerie, de la police dans la région, et des conseillers pédagogiques ont fait immersion dans l'école de base d'Ali Sébié 1. L'école bilingue inaugurée l'année dernière, les collèges qu'enseignants
moyens pour constater de visu le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Sur place, les officiels et superviseurs de cette grande retour sur les bancs scolaires ont dialogué et questionné les chefs d'établissement scolaire et les enseignants pour récolter les données sur les effectifs, leurs remarques et leurs éventuelles doléances, dans le but de faciliter leurs conditions professionnelles. Eh bien, après leur visite, l'établissement scolaire, chef-lieu officiel, ont mis le cap vers l'école de base rurale flambant neuf de la localité frontalière de Guélilé. Rappelons que dès les premiers jours, l'école a accueilli un effectif de quelques 118 élèves, compris des anciens écoliers de l'école d'Ali Sabieh, issus des écoles, chef-lieu de 2 classes et de nouveaux inscrits. À l'issue de leur immersion dans cette nouvelle entité scolaire, dont la mise en service a attiré également les chefs coutumiers des lieux et de nombreux autres parents d'élèves, les officiels ont donné le micro aux médias nationaux issus de leur tournée dans l'établissement scolaire. Les responsables de la région, du haut représentant du MENFOB, ont livré leur impression. En premier lieu, l'inspecteur Mohamed Aden Guélé a affirmé sa satisfaction à cette rentrée scolaire. Il a fait remarquer que tous les enseignants sont à leur poste. Il a remercié le ministère et le ministre de l'Éducation nationale pour la création de 2 nouvelles entités scolaires de base dans les zones rurales de Guélilé et de Guédidé qui ont accueilli avec enthousiasme ferveur par les populations de ces secteurs. Pour leur part, les responsables coutumiers et parents-enfants de Guélilé ont exprimé leur remerciement aux responsables de la nation pour la construction de cette nouvelle école. Nos enfants voyagent chaque matin, le risque lié aux accidents de la route. Nous tenons en permanence aujourd'hui. Nous sommes guéris de cette inquiétude, a-t-il déclaré. Eh bien, les responsables de la région se sont réjouis du commencement de la nouvelle année scolaire. Ils ont exprimé leur connaissance et leur reconnaissance du respect de la feuille de route émise par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont les efforts constants mènent vers les objectifs fixés. À l'instar des autres régions et de la capitale, la région de Ali Sabieh a vu aujourd'hui la rentrée scolaire de plus de 10 000 élèves. Tout s'est bien déroulé. L'équipe de l'éducation a fourni l'effort qu'il fallait pour que les conditions soient réunies, pour que les choses se passent dans les conditions. D'autre part, dans le cadre de la politique du président de la République, la proximité, l'accès à l'école était ancré dans sa politique. Et le ministre de l'Éducation nationale a mis en application cette volonté afin de faciliter à notre population d'avoir l'école au niveau de leur village. Donc il y a des choses à améliorer et certainement c'est des réflexions qui sont poussées qui vont aboutir, Inch'Allah. Nous restons toujours dans le thème de l'éducation, mais cette fois-ci dans le Nord, où la rentrée scolaire 2023-2024 de l'enseignement fondamental de la région de Tadjoura. À l'instar des autres écoles du pays, les écoles fondamentales de la région de Tadjoura ont ouvert leurs portes. Et c'est quelques 7500 élèves qui ont repris le chemin de l'école dans la joie et l'allégresse. En cette occasion, le préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, et l'inspecteur régional de l'éducation de Tadjoura, M. Ahmed Hamed Ibrahim, ont effectué la tournée dans les établissements. Ils ont apprécié le bon déroulement de la rentrée et ont saisi l'occasion de souhaiter bonne et heureuse rentrée scolaire à l'ensemble de la communauté éducative. Et que ce soit aussi les parents. Les nouveautés de l'année, comme je vous le disais, sont la création de 3 écoles à Tadjoura et d'extension indiquées ici-dessous. L'école de Hagandé, l'école de Rotoye, l'école de Wadarim et extension de l'école de Dougoum. Avec un effectif de 1315 élèves qui ont repris ce matin. Alors ce matin, on a commencé à 7h30 avec l'appel pour les élèves de la 6e. Les élèves ont répondu présent à l'appel. Ils sont venus, ils sont rentrés. Les enseignants aussi, ils ont répondu à l'appel de l'administration. Les parents d'élèves aujourd'hui nous ont beaucoup aidés, bien sûr, avec la rentrée de la 6e qui est vraiment la plus difficile aussi. Chaque année, la 6e, ils sont nouveaux au collège. Et après, à 9h30, on a commencé avec les 7e années qui ont repris aussi. Le préfet et les membres de la direction de l'inspection ils sont venus inspecter le lieu et ont vraiment apprécié la rentrée qui s'est bien déroulée dans le bon fonctionnement et dans un bon climat. C'est l'appel à la prière, nous retrouverons tout juste après. C'était l'appel à la prière. Nous restons dans le domaine éducatif où plus de 6327
écoliers de 28 écoles de base et de 3032 collégiens prennent le chemin de l'école après 3 mois de vacances étaient bien mérités dans la ville de l'Unité au sud du pays. La première journée de classe est toujours un moment spécial, empreint d'une excitation palpable chez les enfants, d'une anticipation pour les enseignants qui se préparent à guider nos jeunes esprits tout au long de cette nouvelle année scolaire. Ce matin, les plus hautes autorités de la région, dont le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, du président du conseil régional par intérim, Ibrahim Gourou Abdallah, du responsable administratif et pédagogique des établissements scolaires de tous les ordres d'enseignement de la région de Dikil. L'inspecteur Rafid Mohamed Keid ainsi que le chef détachement de la police de Dikil, le capitaine Suleiman Farah Awale. Les autorités ont parcouru les écoles de base de la ville de Dikil et se sont même rendus au gros village de Mouloud pour marquer cette journée spéciale. Ils ont témoigné leur soutien et leurs vœux de réussite à nos écoliers, enseignants et responsables. Eh bien, les responsables de l'unité, nous sommes fiers à-t-il rappeler que l'année scolaire 2023-2024 sera une période d'apprentissage et de découverte et de succès pour tous nos élèves. Nous tenons à exprimer nos profondes gratitudes envers les parents pour leur soutien continu de cette mission essentielle qui est l'éducation, a-t-il rappelé l'inspecteur de la région de l'unité. Écoutons-le. D'abord de me présenter, je m'appelle M. Ahmed Mahmoud Abane, je suis le directeur de l'école de Dikil 1. En cette rentrée scolaire 2023-24, nous avons accueilli ce matin plus de 950 élèves dans cet établissement qui travaillent normalement à double flux. La présence des enseignants a été effective, comme les enseignants francisants, arabisants, anglophones. C'était une journée vraiment extraordinaire, très attendue par les parents. Tôt le matin, déjà, les parents se sont entassés devant l'établissement, devant les portails de l'école. Et très tôt même, nous avons pu commencer l'appel. Cette rentrée scolaire 2023-2024 s'inscrit bien sûr, les rentrées s'inscrit bien sûr dans la politique du ministère de l'Éducation nationale. Le relèvement du défi de la qualité se pose bien sûr à chaque année. Nous avons bien reçu la lettre de la rentrée scolaire de cette année 23-24 et nous sommes amenés à appliquer cette politique du ministère de relever les défis de la qualité. Les enfants, comme les enseignants, comme les parents, ont répondu tous présents à cette journée de la rentrée, à l'instar de tous les établissements publics et privés de la République de Djibouti. Je remercie la délégation conduite par le préfet de la région, le chef de service régional et les autorités civiles et militaires qui ont sillonné dans toutes les écoles pour bien voir de près et de loin la rentrée scolaire 2023-2024. Tous les moyens nécessaires pour que cette année soit une année de réussite ont été mobilisés bien avant. L'espace est bien sûr bien préparé pour que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous avons vécu en ce 3 septembre 2020.
Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Ibrahim, accompagné d'une forte délégation des officiers de l'armée djiboutienne, ont effectué une visite d'inspection dans la ville de Holhol. À son arrivée, le général Zakaria Ibrahim a été accueilli par le sous-préfet de la ville, M. Hassan Ouabri, et du commandant en seconde de l'école militaire, le capitaine Sharmak et Mohamed Jama. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'exécution des travaux de réhabilitation du forage d'eau potable de la ville de Holhol. Rappelons que cette forage était en défaillance depuis un mois. Dans cette optique, le chef d'état-major général des armées a porté un intérêt particulier aux conditions de vie de la population de la ville de Holhol et a rappelé le soutien indéfectible et permanent de l'armée djiboutienne auprès de la population locale. abur iyo masbano dadku ima karo abur iyo masbano dadku ima karo abbaha dalkeniyo wa aniga italin arrimaha kasoo baxa ka adkaynaya. Tout à fait autre chose, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne situé au camp de Doralé a été le lieu de la cérémonie de clôture qui s'est tenue jeudi 31 août d'une formation intitulée « Règles du droit maritime ». Rappelons que cette formation est étalée sur une durée de 2 semaines au cours duquel les membres du personnel de la garde-côte djiboutienne ont pu en bénéficier. Outre le colonel Waes Omar Bokoré, le commandant de la garde-côte djiboutienne, de nombreux officiers de l'institution ont pu participer à cette cérémonie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Hoden Suleiman Hussein, officier de liaison de l'ONUDUC auprès de Djibouti. La formation a rassemblé des membres du personnel de la garde-côte djiboutienne provenant de différentes unités, notamment la brigade judiciaire, le service de transmission, le service technique naval, l'unité de commando. Cette formation est dispensée par des experts et formateurs de l'officier des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'objectif principal de cette formation est de mettre en pratique les moyens permettant de renforcer la coordination pour une lutte efficace contre tous les trafics illicites en mer. Le représentant des instructeurs de cette formation a souligné dans son discours lors de la cérémonie des professionnels les participants issus de la garde-côte djiboutienne ainsi que la richesse des échanges au cours de la période de la formation. Rappelons que la cérémonie s'est clôturée et conclue par la remise des certificats aux participants, suivi de la traditionnelle photo de groupe pour immortaliser cet événement. Pour sa part, Mme Hoden Suleiman Hussein a salué l'engagement et le professionnalisme des participants qui ont fait preuve d'assiduité, de sérieux, tout au long de 2 semaines de formation. Écoutons-la. Marque la fin d'une formation intensive de 2 semaines. Et nous sommes ici pour célébrer vos accomplissements remarquables et votre engagement à renforcer la sécurité maritime dans la région. La République de Djibouti occupe une position géographique stratégique étant située à la croisée des routes maritimes majeures reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette position unique en fait un acteur clé dans la sécurité maritime internationale. Donc, nous sommes convaincus que les compétences et les connaissances acquises au cours de cette formation renforceront considérablement les capacités des gardes-côtes djiboutiens à contribuer à une mer plus sûre. Donc, je tiens à remercier tous les instructeurs, notamment LJ, Herman, Norman et Thiago, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, pour avoir donné leur temps et leurs connaissances afin de effectuer cette formation. Dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a réaffirmé l'engagement constant de fournir aux membres de la garde-côte les outils nécessaires pour mener à bien leur mission, notamment grâce à des formations de haut niveau. En collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, il a souligné que la poursuite du renforcement des connaissances et compétences du personnel demeure une condition essentielle pour garantir le succès et l'efficacité des missions confiées à la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, c'est le déluge en Espagne. Une grande partie du pays est frappée depuis samedi par des pluies torrentielles qui ont provoqué d'importantes inondations
11 communautés autonomes ont ainsi été placées en alerte rouge dimanche par l'agence météorologique nationale espagnole, dont celle de Tolède et Madrid. En alerte rouge. Dans la région de Madrid, des précipitations qui pourraient avoir une intensité torrentielle sont attendues dans la journée. Indiqué là, ils mettent dans une bulletin précisant que plus de 120 litres d'eau par mètre carré pourraient tomber. En raison de la situation exceptionnelle, anormale, je demande aux Madrilènes de rester chez eux aujourd'hui, a écrit ex-Twitter le maire de la capitale, José Luis Martínez Almeida. Le match qui devrait opposer l'Atlético de Madrid à Séville dimanche à partir de 8h30 et par ailleurs été reporté sur la façade est, également touchée par la circulation des trains entre la Catalogne et la communauté valencienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Téléjournée.